Un homme d'affaires influe, immobilisé à un feu tricolore, perçut subitement une agitation anormale près de la décharge municipale, un sac en plastique noir remuait. Son instinct prit le dessus. Quittant l'habitacle de sa voiture de luxe, il s'en approcha et, en l'entr'ouvrant, son visage devint livide. À l'intérieur gisait une fillette. Accordez-vous une pause, relaxez-vous, et laissez ce récit vous imprégner. Je souhaite ardemment qu'il serve de parfait catalyseur pour vous aider à glisser vers un sommeil réparateur ce soir. Sans plus tarder, débutons. Une bise glaciale cinglait les hautes silhouettes de vers d'Angers, charriant avec elle la morsure humide d'une fin d'octobre. Dans la mer étincelante de lumières urbaines, l'enseigne de Capital Mercier trônait au sommet du gratte-ciel le plus élevé, sa lueur dorée se projetant sur la façade comme le sceau d'une autorité incontestable. Au cœur de la somptueuse salle de réception de l'hôtel de la Duchesse, un gala de bienfaisance était à son apogée, vibrant du cliquetis des verres, des éclats de rire et des compliments convenus. Stéphane Mercier, la figure centrale de la soirée, demeurait impénétrable dans son costume noir à la coupe impeccable. Son visage impassible esquissait un sourire de circonstance à chaque poignée de main, répondant avec une aisance calculée aux louanges concernant sa nouvelle fondation. Pourtant, son regard restait vide. « Cher monsieur Mercier », l'interpella un partenaire d'affaires en se resservant un verre de vin rouge, « grâce à votre fondation pour les enfants d'Angers, des centaines de jeunes vies ont désormais un horizon plus lumineux. Une œuvre remarquable. » Stéphane inclina la tête, sa voix grave et posée, « Sincèrement, l'argent a ses limites. » Son interlocuteur éclata de rire, y voyant une boutade, mais Stéphane resta de marbre. Il se contenta de signer un chèque d'un montant substantiel, de le confier à son assistant, puis de s'éclipser sur le balcon. Dehors, le courant d'air s'engouffrait dans son col, mêlant l'odeur âcre des gaz d'échappement à la promesse d'une pluie imminente. En contrebas, le flot ininterrompu des feux arrière formait une artère rougeoyante dans le système circulatoire de la métropole. Il se demanda combien, parmi ces millions d'âmes, connaissaient un bonheur véritable. Il alluma une cigarette, sa fumée se diluant aussitôt dans le vent. Une vision fugace de son père traversa son esprit, cet homme bienveillant qui lui répétait « L'argent ne sauve personne, Stéphane. Seule la compassion le peut. » Il écrasa sa cigarette et regagna l'intérieur. La musique et le brouhaha l'engloutirent à nouveau, mais l'espace d'un instant, il se sentit totalement étranger au monde qu'il avait lui-même façonné. Aux alentours de minuit, Stéphane choisit de quitter la réception. La ville défilait derrière lui, ses néons se transformant en traînées lumineuses sur les vitres teintées de son véhicule. Il mit le cap à l'ouest, empruntant la route sinueuse qui traversait l'ancienne zone industrielle, un paysage lugubre où des usines désaffectées se profilaient comme des spectres dans la brume. Le vent martelait le pare-brise, accompagné du crissement strident du métal corrodé. La radio annonça une brève nouvelle, les forces de l'ordre conseillent aux habitants d'éviter le secteur de la route des Vieilles Forges en raison de déversements illégaux de déchets. Un rire sec, dépourvu de toute gaieté, s'échappa des lèvres de Stéphane. « Ce n'est pas mon problème », marmonna-t-il en changeant de station. La route était tortueuse, l'éclairage public sporadique, et seuls ses phares pleins fendaient par moments l'obscurité totale. Il s'apprêtait à accélérer lorsqu'un chien errant surgit sur la chaussée. Stéphane freina brutalement. La voiture partit en tête à queue, glissant sur l'asphalte détrempé avant de s'immobiliser en travers de la chaussée, à quelques centimètres du parapet du pont. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, et des sueurs froides perlaient à son front tandis qu'il s'efforçait de reprendre son souffle. Ses phares illuminaient la zone sur sa gauche, un amoncellement chaotique de sacs poubelles noirs, de bidons en plastique et de boîtes de conserve écrasées. Au sein de ce chaos, un mouvement subtil, une ondulation presque imperceptible, attira son attention. Stéphane plissa les yeux, coupa le contact, ouvrit sa portière et descendit. Le vent tourbillonnant charriait une odeur pestilentielle de décomposition et d'humidité. Sous la lumière crue de ses phares, les sacs poubelles évoquaient des dépouilles abandonnées. Il était sur le point de rebrousser chemin quand il aperçut une tache de tissu rose, un mince fragment de vêtement qui semblait frémir légèrement, comme sous l'effet d'une respiration. Il s'avança avec précaution, pataugeant dans la fange, ses souliers de luxe s'imbibant de l'eau glacée. Lorsqu'il s'accroupit, son souffle se coupa. C'était une enfant. Son petit corps était souillé, la boue agglutinée dans ses cheveux et sur ses mains. Ses lèvres étaient décolorées, sa respiration faible et irrégulière. « Grand Dieu !» murmura-t-il. Sans hésiter, il ôta son imperméable et l'enveloppa dedans. Sa main effleura une peau d'une froideur alarmante. Elle ne sciait pas,
mais sa petite main agrippait un objet avec une force surprenante. Stéphane l'ouvrit avec délicatesse et découvrit un bracelet en argent oxydé, gravé du nom « Chloé ». Il sortit son portable, sa main tremblant si violemment qu'il manqua de le faire tomber. 112, j'ai besoin d'une assistance médicale d'urgence. Je suis sur la route des Vieilles Forges, dans l'ancienne zone industrielle. J'ai trouvé une enfant. Elle respire, mais elle est presque inconsciente. La voix de la régulatrice grésilla au téléphone. « Monsieur, veuillez garder votre calme. Une ambulance est en route. Maintenez l'enfant au chaud et, si possible, ne la bougez pas. » Stéphane mit fin à l'appel et s'agenouilla près d'elle. Il la serra contre lui, pressant sa main dans son dos pour lui transmettre un peu de sa propre chaleur. La pluie redoubla d'intensité, s'abattant sur ses épaules, mais il resta immobile. « Tu m'entends, petite ?» dit-il, la voix brisée. « Tiens bon, les secours ne vont pas tarder. » L'enfant se blottit contre lui, un faible son s'échappant de sa gorge, à peine audible. Stéphane se pencha davantage, sa main caressant ses cheveux emmêlés de boue et d'eau. Il sentait son propre cœur battre à grands coups contre ses côtes, chaque pulsation lourde et pressante. Au loin, une sirène se fit entendre, son cri strident se rapprochant. Les gyrophares rouges balayèrent le rideau de pluie, éclairant son visage crispé. Lorsque les secouristes arrivèrent, Stéphane était toujours à genoux, enlaçant la fillette, comme s'il craignait qu'on la lui arrache. « Monsieur, laissez-nous intervenir, s'il vous plaît. »« Soyez prudent, » articula-t-il difficilement. « Ne la blessez pas. » Ils la déposèrent avec précaution sur un brancard, l'enveloppant dans des couvertures de survie. Une ambulancière vérifia ses constantes, puis leva les yeux et dit à voix basse, « Le pouls est très faible, mais elle se bat. » Stéphane se redressa, trempé jusqu'aux os, sa chemise lui collant à la peau. Il balaya du regard la décharge, les phares de sa voiture faisant clignoter les sacs noirs, l'eau de pluie formant des rigoles. Un autre frisson le parcourut, non pas dû au froid, mais à l'horreur pure qui lui nouait les entrailles. Il ignorait tout de cet enfant, mais en voyant les ambulanciers l'emporter vers le véhicule, il se mit à les suivre instinctivement. « C'est vous qui l'avez découverte ?» Stéphane hocha la tête. « J'accompagne. Il faut d'abord confirmer son identité. » « J'ai dit que j'accompagne. » Son ton était si catégorique que le secouriste n'insista pas. Il monta dans l'ambulance et s'assit près du brancard. La petite fille gisait inerte, le visage exsangue, sa petite main reposant sous la couverture. Stéphane baissa les yeux et aperçut la trace de boue sur son poignet, juste à l'endroit du bracelet gravé, « Chloé ». Il posa sa main sur la sienne et la serra doucement. Les lumières clignotantes de l'ambulance fendaient la nuit. La ville s'éloignait derrière eux, tandis qu'une longue route sombre les aspirait. Stéphane regarda par la vitre couverte de buée, l'esprit en ébullition. Il n'avait jamais cru à la fatalité, mais cette nuit-là, il sut qu'un changement fondamental venait de s'opérer en lui. L'ambulance fonçait dans la nuit, laissant derrière elle la décharge où le vent continuait de gémir, où la pluie continuait de tomber, et où une faible lueur était maintenue par la main tremblante d'un homme qui se croyait mort à l'intérieur depuis longtemps. Le premier son que Stéphane perçut en sortant de l'ambulance fut le hurlement du vent dans le couloir des urgences. La lumière crue des néons l'aveugla. Des infirmières en tenue s'activaient autour du brancard, leur voix vive et directive, poufilant, préparez une voie veineuse, amenez-la en salle de déchocage 4. Stéphane tenait toujours la petite main. L'enfant fut emmené à travers des portes battantes, sa peau si diaphane qu'elle semblait transparente. Une infirmière l'arrêta. « Monsieur, vous ne pouvez pas aller plus loin. » Il fut doucement mis à l'écart, mais son regard resta rivé sur le bracelet d'argent qui scintillait au poignet de la fillette. Il demeura immobile dans le couloir, le souffle court. Le bip régulier des moniteurs filtrait à travers la vitre, un son fragile, comme un fil sur le point de céder. Une femme d'âge mûr en blouse blanche s'approcha. « Bonjour, est-ce vous qui avez alerté les secours ?» « Oui, » répondit Stéphane d'une voix sourde. « Je suis le docteur Valérie Dupont, chef du service des urgences. » Elle retira ses gants, son ton était grave mais empreint de chaleur. La petite a environ 8 ans. Elle souffre de malnutrition sévère, et présente des signes de négligence et de violence physique sur le long terme. Nous la réhydratons et recherchons d'éventuelles lésions internes. Stéphane déglutit. Va-t-elle s'en sortir? Pour le moment, oui,
mais il est encore trop tôt pour l'affirmer. Un jeune agent de police apparut. « Excusez-moi, monsieur Mercier, j'aurais quelques questions à vous poser. » Stéphane se tourna vers lui, la lumière révélant sa fatigue. « Avez-vous un lien de parenté avec l'enfant ? » ? Aucun. Je l'ai trouvé par hasard. Avez-vous aperçu quelqu'un d'autre sur les lieux ? Personne. Juste les ordures et la pluie. D'accord. L'agent prit quelques notes et lui tendit un formulaire. Nous vous recontacterons si nécessaire. Stéphane fixa le papier. Les mots « enfant non identifié, sexe féminin, environ 8 ans » dansaient devant ses yeux. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Dans la salle d'attente, il s'assit en silence, ses chaussures encore crottées de boue, son imperméable abandonné sur une chaise, souillé et portant des traces de sang séché. Une odeur métallique persistait sur ses mains. Pour la première fois depuis des années, Stéphane se rendit compte qu'il tremblait. Non de froid, mais d'une angoisse impuissante. Les portes s'ouvrirent. Le docteur Valérie Dupont apparut. Elle est stabilisée, mais toujours dans un coma profond. Nous la transférons au service de pédiatrie, au 3e étage, pour la garder sous observation. Puis-je la voir ? Oui, mais très brièvement. Le couloir du 3e étage était long et silencieux. Dans la chambre, la petite fille semblait minuscule sous les draps, son visage à peine visible au milieu des perfusions et des moniteurs. Le bracelet d'argent était toujours à son poignet, unique objet intact. Valérie se tenait à ses côtés. Sans votre intervention, elle n'aurait pas survécu, murmura-t-elle. Stéphane contempla les hématomes sur son poignet frêle. Il ne dit rien, serrant les poings. Des pas se firent entendre. Un jeune homme en costume s'approcha. « Excusez-moi, je suis Léo Bertrand, l'assistant social en charge de ce dossier. » Il présenta sa carte. « Nous cherchons à identifier la victime. »« Monsieur Mercier, avez-vous trouvé autre chose que ce bracelet ?» Stéphane fouilla sa mémoire. « Il me semble. » Un morceau de tissu beige, non loin, presque emporté par le vent. Je ne suis pas certain. Pourriez-vous retourner sur place demain matin ? Chaque indice compte. Stéphane acquiesça. J'y serai. Après le départ de Léo, Valérie dit à voix basse, peu de gens auraient fait ce que vous avez fait. Stéphane regarda la petite fille endormie et répondit lentement, je ne suis pas sûr de l'avoir fait pour les bonnes raisons. La nuit s'installa. Les lumières de la chambre s'éteignirent, ne laissant que le rythme mécanique du respirateur. Stéphane se tenait derrière la porte vitrée. À l'intérieur, Chloé ou le nom sur le bracelet bougea. Ses paupières frémirent, un souffle léger s'échappa de ses lèvres. Il s'approcha, collant son visage à la vitre. L'enfant fronça les sourcils, puis une larme perla, traçant un sillon sur sa joue encore maculée de boue séchée. Il fut le seul témoin. Stéphane appuya son front contre le verre froid, sa main effleurant la surface. Il sentit son cœur s'emballer, une sensation qu'il croyait oublier. Dehors, l'aube pointait. Une lueur blafarde illumina le visage de l'enfant. Stéphane resta là, silencieux, jusqu'à la relève des infirmières. Il se retourna pour partir, son ombre s'étirant sur le sol blanc. En quittant l'hôpital, la brise matinale était vive. Il ouvrit la portière de sa voiture. Son imperméable était toujours là, froissé sur le siège en cuir. Dans la lumière naissante, une fine traînée rougeâtre brilla un instant. Il s'assit au volant mais ne démarra pas. Dehors, Angers s'éveillait, mais dans son esprit ne subsistait que l'image de cette petite main agrippant un bracelet d'argent, fragile symbole d'une vie s'accrochant désespérément à ce monde. Le matin sur la route des Vieilles Forges était sinistre. Un brouillard épais enveloppait les lieux. Stéphane se gara et sortit. Le vent froid lui cingla le visage. Le sol était un bourbier. Une odeur de décomposition flottait dans l'air. Son manteau portait encore l'odeur de l'hôpital. Léo Bertrand était déjà là. Je ne pensais pas voir un milliardaire patauger dans la boue, lança-t-il. Stéphane répondit sèchement, contentez-vous de faire votre travail. Léo esquissa un sourire. Sérieusement, les gens de votre milieu font un chèque et s'en vont. Vous êtes revenu. Stéphane ne dit rien, scrutant les environs. La pluie avait laissé des flaques qui reflétaient le ciel gris.
Les sacs poubelles étaient éventrés. Il se remémora la nuit précédente, l'image de la fillette inerte. Par ici, appela Léo, ramassant un morceau de tissu beige détrempé. Il le mit dans un sac de preuves. Il y a un logo. Attendez. Clinique familiale Dupont. Dupont? Ça vous dit quelque chose, Léo? Stéphane secoua la tête. Non. Léo consulta son téléphone. C'est un cabinet privé à la périphérie d'Angers. Fermé il y a 2 ans. Le propriétaire, le docteur Nicolas Lambert, est mort dans un accident de voiture. Sa femme s'appelait Valérie Dupont. Stéphane plissa les yeux. Valérie, répéta-t-il, comme si ce nom lui était familier. Léo le regarda. C'est peut-être une coïncidence, mais... Mais si cette robe lui appartient, elle est sûrement liée à cette famille. Ont-ils une adresse? Oui, au bout de l'impasse du Cèdre Creux, à environ 16 km. Le trajet les mena dans une banlieue morne. Des arbres décharnés se dressaient contre le ciel. En s'engageant dans l'impasse, le brouillard persistait. Une maison de campagne isolée apparut, délabrée. Le nom, Lambert, était à peine lisible sur la boîte aux lettres. Léo coupa le moteur. On dirait que c'est abandonné depuis une éternité. Stéphane sortit. Dans la cour, il remarqua des traces de pneus récentes dans la boue. Quelqu'un est venu, dit-il. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une odeur de moisi les saisit. Stéphane alluma sa lampe de poche. Dans le salon, les meubles étaient encore là, recouverts de poussière. Un cadre photo était accroché de travers. Il s'approcha. La photo montrait une femme blonde Valérie, sans doute tenant une fillette d'environ 4 ans. Mais le côté droit avait été arraché, ne laissant voir que le bras d'une autre femme portant une grosse bague en diamant. « Je crois que c'est elle, » dit Léo. « Chloé », confirma Stéphane. « Et qui est la femme manquante ?» Léo haussa les épaules. Mystère. Ils montèrent à l'étage. Sur les murs, des traces de griffures. Au fond du couloir, une porte était entr'ouverte. Une chambre d'enfant. Un ours en peluche éventré gisait au sol. Près du lit, Stéphane trouva un morceau de papier. Gribouillé au crayon, ne lui fais pas confiance. Une sensation glaciale l'envahit. Léo lut par-dessus son épaule. Elle. Qui ça? Stéphane fixa l'ours en peluche. Un œil était recousu avec du fil noir. L'enfant a pu écrire ça. Elle avait peur. Soudain, un craquement à l'étage. Puis le silence. Léo regarda Stéphane. Vous avez entendu? Stéphane fit signe que oui. Ils montèrent les escaliers sans un bruit. Une silhouette passa devant une fenêtre du 2e étage et disparut par l'arrière. Il y a quelqu'un! Cria Léo en dévalant les escaliers. Stéphane le suivit. Dans la cour, une vieille voiture démarra en trombe. Stéphane ne put voir que le début de la plaque, VAL3. Je l'ai, dit-il. Léo, essoufflé, demanda, vous avez le numéro? Assez pour la retrouver. Oui. Léo sortit son téléphone. Quelques instants plus tard, il annonça, la plaque est au nom de Sandrine Lefebvre. Il leva les yeux. Ça vous dit quelque chose? Stéphane secoua la tête. Non. C'était la seconde femme de Nicolas Lambert. L'air devint lourd. Stéphane regarda la maison. Que faisait-elle ici? Léo répondit, peut-être effacer des traces. Stéphane retourna dans le salon. La photo était tombée, le verre brisé. Il la ramassa. Le sourire de Valérie sur la photo semblait maintenant hanté. « Elle est morte, Valérie ?» demanda-t-il. Léo répondit, pas de certificat de décès officiel, mais elle a disparu après la mort de Nicolas. Stéphane resta silencieux. Le vent faisait claquer la porte. Il glissa la photo dans sa poche. Dehors, il se mit à pleuvoir. L'odeur de terre mouillée et de secret enfoui l'enveloppa. Léo le regarda. Et maintenant? Stéphane ouvrit sa portière, sa voix déterminée. On la trouve. Sandrine Lefebvre. Oui.
Si elle est revenue, elle sait quelque chose. Il démarra. Dans le rétroviseur, la maison semblait le regarder. Un éclair illumina le ciel, et Stéphane crut voir une ombre à la fenêtre du 2e étage. La voiture s'éloigna, laissant de profondes ornières dans la boue. Le tonnerre gronda. Stéphane serra le volant, ses yeux résolus. Dans sa poche, la photo devenait humide, mais le regard de Valérie semblait le suivre, implacable. Il accéléra, se perdant dans la pluie. La bruine de la nuit persistait. De longues traces d'eau marquaient la façade vitrée du bâtiment administratif où travaillait Léo Bertrand. Stéphane entra, son imperméable encore humide. Sans un mot, il posa la photo de la famille Dupont-Lambert sur le bureau. Encore mouillé, constata Léo en l'essuyant. Il l'examina sous la lampe. Cette découpe est volontaire. Quelqu'un voulait effacer une 3e personne. Stéphane s'assit, la voix fatiguée. C'est ce que je me suis dit. Mais pourquoi? Ce n'est qu'une photo. Pas toujours. Léo montra la coupure. On efface ce qu'on veut oublier. Ou cacher. Il alluma son ordinateur. Voici Valérie Dupont et son mari, le docteur Nicolas Lambert. Des photos d'archives apparurent. Nicolas est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Valérie est décédée quelques mois avant. Cancer en phase terminale. Stéphane demanda, et la petite? Chloé Dubois, répondit Léo. Leur fille unique. Elle avait 6 ans. Il marqua une pause. Mais entre les 2 décès, un autre nom apparaît, Sandrine Lefebvre. Stéphane se redressa. Le nom sur la plaque. Exactement. Léo afficha le registre des mariages. Sandrine Lefebvre. L'infirmière privée de Valérie. 6 mois après la mort de Valérie, elle a épousé Nicolas Lambert. Stéphane se laissa tomber sur sa chaise. C'est rapide. Trop rapide, confirma Léo. Et après la mort de Nicolas, la garde de Chloé a été transférée à Sandrine, par testament. Stéphane fronça les sourcils. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que Sandrine est devenue sa tutrice légale et a hérité de la fortune que Valérie avait laissée à sa fille. Le silence s'installa. Léo se leva. J'ai demandé les actes de propriété. La maison de l'impasse du Cèdre Creux a été transférée à Sandrine un mois avant l'accident de Nicolas. Acte notarié. Elle a un mobile pour effacer ses traces, dit Stéphane. La maison était vide, mais quelqu'un y est retourné. Elle n'est pas loin, Léo. Elle observe. Possible, dit Léo. Ou quelqu'un veut nous le faire croire. Il alluma une cigarette. Je lance une enquête sur Sandrine Lefebvre. Mais si le mobile est financier, il faut être prudent. Vous croyez qu'elle s'en prendrait à une enfant? Léo hésita. Stéphane, quand l'argent est en jeu, les gens franchissent souvent toutes les limites. Ce soir-là, Stéphane rentra chez lui. Le silence de son appartement luxueux lui pesa. Il se servit un verre de vin mais n'y toucha pas. Il ne voyait que le visage de Chloé, seule dans son lit d'hôpital. Il s'assit à son bureau et tapa, Sandrine Lefebvre, sur son ordinateur. Les résultats s'affichèrent, Lefebvre Médical, une société de soins à domicile en faillite. Des articles sur des poursuites pour négligence et la disparition de Sandrine Lefebvre. Une vieille photo floue la montrait, le regard froid, un sourire en coin. Le téléphone sonna. C'était Léo, la voix pressée. Je viens de vérifier les registres. Sandrine Lefebvre a eu un autre mari avant les Lambert. Eduardo Sala. Disparu il y a 7 ans. Aucune trace. Stéphane serra le téléphone. Disparu? Oui. Le rapport évoque un départ volontaire, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Vous pensez qu'elle y est pour quelque chose? Oui. Je pense qu'elle a l'habitude de faire disparaître les gens, répondit Léo. Et cette fois, elle n'a pas agi seule. Stéphane resta silencieux. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Un mouvement attira son attention. Une berline sombre était garée en face de son immeuble, phares allumés. Personne n'en sortit. Stéphane tira les rideaux, plongeant la pièce dans la pénombre. Il entendit un moteur démarrer,
puis s'arrêter. Il ouvrit un tiroir, en sortit un petit pistolet et le serra dans sa main. Le métal froid le ramena à la réalité. Dehors, la pluie se mit à tomber. Les phares de la voiture en bas restaient fixés sur son immeuble. 10 minutes s'écoulèrent. Puis la voiture démarra doucement et disparut. Stéphane attrapa sa veste et son pistolet, et descendit sans faire de bruit. Dans le parking, la berline était partie, mais il aperçut ses feux arrière au loin. Il la prit en filature. La voiture le mena dans les ruelles sombres du quartier des affaires, puis s'arrêta devant un bâtiment abandonné. Le conducteur, un grand homme en sweat à capuche, y pénétra. Stéphane éteignit ses feux et prit une photo de la plaque, Val 319. Il envoya un texto à Léo, « Je crois avoir trouvé mon suiveur ». Il s'approcha du bâtiment. Au deuxième étage, une porte était entr'ouverte. Il la poussa. À l'intérieur, les murs étaient couverts de photos de lui, de Chloé à l'hôpital, et même de Léo. Sur certaines, des croix rouges avaient été tracées. Sur un mur, une inscription, « Ne te mêle pas d'ECCDIA. Elle nous appartient ». Un bruit métallique derrière lui. La porte en fer se referma, le verrouillant à l'intérieur. Des pas se firent entendre en bas. Il brisa une fenêtre et sauta, atterrissant sur un tas de détritus. Une douleur fulgurante lui traversa l'épaule, mais il se releva et regagna sa voiture. Il démarra en trombe, apercevant une lueur au deuxième étage de l'immeuble. Au même moment, à l'hôpital Sainte-Marie d'Angers, Chloé se réveilla. Une infirmière qu'elle ne connaissait pas se tenait près de son lit. « Tu es réveillée, ma chérie », dit l'infirmière, Manon Leroy. « Tu es en sécurité. » Où suis-je ? À l'hôpital Sainte-Marie d'Angers. Un homme t'a sauvé. Chloé murmura, l'homme ? Oui, sourit Manon. Il vient te voir tous les jours. Maman disait de faire confiance aux gens bien, dit Chloé. Est-ce que c'est une bonne personne ? Oui. Tu peux lui faire confiance. Chloé ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Manon lui caressa les cheveux. Dors, maintenant. Tout ira bien. Stéphane conduisait dans les rues désertes. Son téléphone vibra. Un message de Léo, la plaque Val 319 est au nom d'Industrie Moreau. Stéphane fixa l'écran. Industrie Moreau. Il rassembla les pièces du puzzle, Chloé, le bracelet, la maison, l'immeuble abandonné. Il leva les yeux vers son propre reflet dans la vitre de son immeuble. Très bien, Sandrine, murmura-t-il. Vous voulez que j'arrête ? Je ne fais que commencer. Il redémarra. À l'hôpital, Chloé dormait, serrant une poupée cassée. Dehors, la nuit était encore noire. Sur le téléphone de Stéphane, un autre message de Léo, Industrie Moreau a fermé il y a 3 ans. Mais les registres indiquent un directeur actif, Laurent Moreau, le frère de Sandrine. Il n'a jamais disparu. Stéphane regarda la route devant lui. Il savait que le jeu venait de changer de dimension. Quelqu'un, dans l'ombre, l'observait. Stéphane gravit les marches humides des archives municipales d'Angers. Léo l'attendait. Il a fallu 3 appels et une autorisation spéciale, dit-il, mais on a accès au dossier d'Industrie Moreau et de la succession du pont Lambert. Ils entrèrent dans une salle froide remplie d'étagères métalliques. Un vieil archiviste les conduisit à un ordinateur. C'est la section des successions, dit-il. Mais attention, beaucoup de dossiers ont été modifiés. Modifiés ? Demanda Léo. Oui, confirma l'archiviste. C'est très inhabituel. Stéphane demanda, montrez-nous les dossiers de Nicolas Lambert et Valérie Dupont. L'archiviste tapa quelques commandes. C'est étrange. Leurs dossiers sont presque vides. La dernière modification date de 2 ans. Léo remarqua, au moment de la mort de Nicolas. Exactement. Et aucune trace de l'auteur des modifications. Stéphane serra la mâchoire. Quelqu'un en interne est intervenu. Quelqu'un avec de l'autorité, ajouta Léo. Et une bonne raison de protéger Sandrine Lefebvre. Pendant que Léo cherchait des sauvegardes, Stéphane explora les étagères. Il trouva une boîte mal rangée. À l'intérieur, un dossier, Testament Valérie Dupont, copie. Il l'ouvrit.
Tous les actifs sont transférés à Chloé Dubois, sous la tutelle d'un individu désigné par Valérie. Le nom du tuteur était raturé, mais en penchant le papier à la lumière, il distingua une lettre, L. L. Dit-il à Léo. La première lettre est L. L. Comme Laurent? La voix de Stéphane était rauque. Ça pourrait être Laurent Moreau. Le frère de Sandrine? Le fondateur d'Industrie Moreau. Léo tapa le nom sur l'ordinateur. Un dossier apparut. Le logo d'Industrie Moreau à côté de celui de Capital Mercier. Vous étiez partenaire, dit Léo. Il y a 5 ans. Contrat d'investissement signé par Stéphane Mercier et Laurent Moreau. Stéphane sentit un froid l'envahir. Mon Dieu. J'ai signé avec lui, sans savoir. Léo acquiesça. Si Laurent Moreau a approché Valérie avant sa mort, il a pu la manipuler. Puis Nicolas est mort, et Sandrine est devenue tutrice. Et les dossiers ont été effacés, conclut Stéphane, pour cacher l'implication d'Industrie Moreau. Le puzzle était complet. Valérie tombe malade, Sandrine apparaît, Nicolas meurt, les dossiers sont effacés. Léo ferma le dossier. Il nous faut plus que des papiers. Il faut trouver quelqu'un qui connaissait Valérie. Stéphane répondit, je sais où chercher. Ils se rendirent dans un petit café, le bistrot de l'Aube. La propriétaire se souvint de Valérie. L'infirmière blonde? Bien sûr. Elle venait tôt, tous les jours. Quelqu'un venait la voir? Demanda Stéphane. La femme réfléchit. Oui, un homme grand, élégant. Il commandait un café noir. Il portait une bague en argent avec 2 lettres, LM. Stéphane et Léo échangèrent un regard. Laurent Moreau. Dehors, Stéphane sortit la photo de Valérie. Il regarda de plus près. Sur la main de la femme coupée, il distingua la bague en argent, avec les initiales, LM. Il retourna la photo. Un petit morceau de papier était collé au dos. Il le décolla. Une écriture tremblante, si vous lisez ceci, protégez la petite des Moreau. Le monde s'arrêta. Valérie savait. Elle savait qu'il viendrait pour sa fille. Léo le regarda. Que allez-vous faire? Stéphane serra le papier, sa voix dure comme l'acier. Allez chercher Moreau. Il démarra en trombe. Le ciel s'assombrissait. À cet instant, Stéphane sut que ce n'était plus une enquête. C'était une déclaration de guerre. Une pluie fine tombait sur Angers. Stéphane suivait les coordonnées indiquées sur son GPS, ancienne carrière Moreau au site abandonné. Il arriva devant un portail rouillé. Le vent charriait une odeur de métal et de décomposition. Il sortit, sa lampe de poche balayant les entrepôts délabrés. Au centre, un grand bâtiment se dressait, la porte entr'ouverte. À l'intérieur, une voiture sombre était garée. La plaque était recouverte de poussière, VAL3. C'était la même. Une voix résonna dans l'entrepôt. Vous me cherchiez, Stéphane Mercier? Une silhouette émergea de l'ombre. Sandrine Lefebvre. Calme, presque sereine. Jusqu'à ce que vous répondiez de vos actes, dit Stéphane. Elle s'approcha. Qui êtes-vous, Stéphane? Un sauveur? Ou un homme qui cherche à racheter sa propre culpabilité? Stéphane fronça les sourcils. Quelle culpabilité? Vous avez signé avec Industrie Moreau. Vous avez aidé Laurent. Maintenant, vous jouez les héros. Je ne savais pas. Mais vous, si. Vous avez abandonné une enfant. Sandrine le fusilla du regard. Je n'ai fait que terminer ce que Laurent a commencé. Il ne voulait pas que le sang du pont hérite de notre argent. Stéphane rit amèrement. L'argent. Toujours l'argent. Valérie est morte, Nicolas est mort, et maintenant leur fille. Tout ça pour des chiffres. Ne me parlez pas de morale, siffla TL. Laurent vous a tout donné. Capital Mercier n'existerait pas sans lui. Et il a détruit une famille, répliqua Stéphane. Où Chloé entre-t-elle dans ce plan? Sandrine sourit. Cet enfant n'aurait jamais dû exister. Valérie a essayé de la cacher. Laurent a dit, pas d'héritier, pas de problème. J'ai obéi.
Stéphane la dévisagea, au bord de l'implosion. Des ordres? Jeter une enfant aux ordures, ce sont des ordres? Elle haussa les épaules. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle sortit une clé USB et la jeta à ses pieds. Vous voulez des preuves? Les voilà. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour les utiliser. Au moment où il se pencha, un moteur rugit à l'extérieur. Des phares balayèrent l'entrepôt. Des silhouettes apparurent. Sandrine recula dans l'ombre. Partez, Stéphane, dit-elle. Ou restez et subissez le même sort. Il était piégé. Il recula, glissant la clé USB dans sa poche. Il renversa un bidon d'huile, sortit un briquet et laissa tomber la flamme. Le feu explosa. Dans le chaos, il s'échappa par une porte latérale. Un projectile siffla à son oreille. Il sauta par une fenêtre brisée, atterrissant lourdement. La douleur à son épaule était intense, mais il regagna sa voiture et démarra en trombe. Dans le rétroviseur, il vit la silhouette de Sandrine, immobile au milieu des flammes. Elle ne fuyait pas. Elle regardait. La voiture filait dans la nuit. Derrière lui, l'entrepôt explosa. Il serra la clé USB dans sa main. Si Sandrine n'était qu'un pion, Laurent Moreau était toujours dans l'ombre, à observer. La pluie tombait à verse sur Angers. Les rues étaient des miroirs déformants. Stéphane agrippait le volant. Derrière lui, les voitures des Moreau se rapprochaient. Un projectile pulvérisa son rétroviseur. Il donna un coup de volant, dérapa et dévala un talus. La voiture s'immobilisa au bord de la rivière. Il haletait, le goût du sang dans la bouche. Son épaule le lançait. La balle l'avait éraflé. Il sortit sous la pluie. Dans sa poche, la clé USB était intacte. Un rire rauque lui échappa. À l'hôpital Sainte-Marie d'Angers, Chloé se réveilla. Une alarme stridente retentit. Une infirmière inconnue entra. « N'aie pas peur. Je t'emmène en lieu sûr. » Chloé aperçut une bague en diamant à son doigt et se recroquevilla. « Maman. » La femme sourit froidement. « Ta mère était trop faible. Je vais te protéger. » Chloé recula. « Je ne veux pas partir. » « Tu n'as pas le choix. » La femme tendit la main. Chloé hurla, son cri se perdant dans le bruit de la pluie. Stéphane démarra la voiture. Son téléphone sonna. C'était Léo. « Stéphane, Sandrine est à l'hôpital. Elle veut voir Chloé. » Stéphane serra le volant. « Non. Elle ne la touchera pas. »« Où es-tu ? Tu es blessé ? » ?»« Peu importe. J'arrive. » Il accéléra, la voiture glissant sur la route mouillée. La blessure à son épaule le faisait souffrir, mais il ne lâcha pas le volant. Les lumières de la ville apparurent au loin. Hôpital Sainte-Marie d'Angers, 3e étage. Chloé était cachée sous le lit. Sandrine Lefebvre se tenait au milieu de la pièce. « Où es-tu, Chloé ?» dit-elle d'une voix douce. « Sors. Je ne te ferai pas de mal. » Chloé serra sa poupée. Son bracelet d'argent tomba et roula sur le sol. Le petit bruit suffit à alerter Sandrine. Chloé le ramassa. Sandrine sourit, un mélange de pitié et de haine dans le regard. « C'est pour ça que tu dois disparaître, » murmura-t-elle. La fille de la trahison. La porte s'ouvrit brusquement. Stéphane apparut, trempé, ensanglanté, un pistolet à la main. Sandrine. La lumière crue se refléta sur son visage. « C'est fini. » Elle se retourna, sans surprise. « Stéphane. Vous êtes rapide. Il n'y a plus d'issue pour vous. Vous croyez pouvoir la sauver ? » Elle tenait le bracelet. Chloé est le vestige d'une famille qui aurait dû disparaître. Laurent avait raison. La pitié est une faiblesse. Stéphane leva son pistolet. Finissez en, Sandrine. L'air devint électrique. Chloé retenait son souffle. Dehors, la pluie redoublait. Un éclair illumina la pièce. Sandrine esquissa un sourire. Stéphane tenait fermement son arme, le doigt sur la détente. Ils se faisaient face, séparés par un gouffre. La scène se figea.
Tout se résumait à la respiration de 3 personnes. Un autre éclair déchira le ciel. La lumière se refléta sur le canon du pistolet, pointé sur Sandrine. Stéphane arma le chien, le clic résonnant, un son fin comme un fil qui se casse. Le clic résonna, glacial. Stéphane tenait le pistolet fermement. La pluie battait contre la vitre. Sandrine était immobile, le visage blême, son regard vide. « Lâche-le, Sandrine. » La voix de Stéphane était tendue. Elle sourit ironiquement. « Vous croyez vraiment que ça s'arrête là ?» Stéphane serra sa prise. « Non, mais ça s'arrête ici pour vous. » Elle rit doucement. « Vous ne comprenez pas. Cet enfant aurait dû disparaître avec sa mère. Valérie n'aurait jamais dû être choisie. » Un petit bruit attira l'attention de Stéphane. Chloé sortait de sous le lit, tremblante, les yeux noyés de larmes. « C'est toi qui m'as jeté. » Sandrine se retourna, le regard dur. « Tais-toi. » Stéphane s'interposa. « Personne ne lui fera de mal. » Plus jamais. La porte s'ouvrit brusquement. Léo entra, suivi de 2 policiers armés. « Stéphane, écartez-vous » cria-t-il. Stéphane baissa son arme. Les policiers encerclèrent Sandrine. Léo s'approcha. Stéphane lui tendit la clé USB. « Ceci contient tout ce qu'ils craignent. » Léo la brancha sur un ordinateur. L'écran s'illumina. Des fichiers apparurent, transfert d'argent, faux contrat. Puis une vidéo. On y voyait Laurent Moreau et Sandrine. La voix de Laurent était claire, Nicolas ne coopérera pas. S'il meurt, les actifs te reviennent. Ensuite, on efface les registres. Personne ne saura jamais que la petite est en vie. Un silence de mort tomba. Sandrine pâlit. Il m'a forcé. J'ai obéi aux ordres. Léo la regarda froidement. Laurent Moreau a peut-être disparu, mais pas vous. Vous allez payer. Les policiers lui passèrent les menottes. Elle se débattit. Vous croyez l'avoir sauvé, Stéphane? Tout reviendra aux Moreau. Stéphane ne répondit pas. Il la regarda être emmené. Chloé était là, immobile, serrant sa poupée. Stéphane s'agenouilla près d'elle. La pluie entrait par la fenêtre, se mêlant à son sang. Il posa une main sur son épaule. C'est fini. Elle ne peut plus te faire de mal. Chloé leva les yeux. Maman disait que je rencontrerais des gens bien. Stéphane la regarda longuement. Ta maman avait raison, dit-il en la serrant dans ses bras. Léo les observait en silence. Dans le couloir, les gyrophares des voitures de police illuminaient la nuit. Sandrine jeta un dernier regard à Stéphane, un regard vide. Il sentit son corps s'alourdir. Il serra Chloé contre lui. Sa petite main tenait quelque chose que tout son argent ne pourrait jamais acheter, la confiance. Sur le sol, le bracelet d'argent de Chloé brillait. Stéphane le ramassa, l'essuya et le lui remit au poignet. Ceci, dit-il doucement, est à toi. Pour toujours. Chloé agrippa sa main. Merci, monsieur Stéphane. Dehors, les sirènes s'éloignèrent. La pluie se calma. Dans la chambre d'hôpital, un nouveau départ s'annonçait. Le bracelet d'argent brillait faiblement, promesse d'une aube nouvelle. La côte d'émeraude au printemps. 1 an avait passé. L'aube dorait le gîte. Le parfum du café flottait dans l'air. Stéphane était près de la cuisinière, le regard perdu dans les photos accrochées au mur. L'une montrait Valérie et Nicolas. À côté, une nouvelle photo de lui et Chloé, le jour où il avait obtenu sa garde. Dehors, Chloé courait dans le jardin, tenant sa vieille poupée, maintenant réparée. « Stéphane !» criait-elle en riant. Il l'observa par la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. Il apporta son café sur le porche. Sur la table, une petite boîte en bois contenait le bracelet d'argent, poli. Il y grava délicatement, Chloé et Stéphane. Une voiture arriva. C'était Léo. « J'ai de bonnes nouvelles, dit-il. Stéphane lui serra la main. Quelle nouvelle, Léo? Industrie Moreau a été saisie. Laurent Moreau a été arrêté à la frontière.
Il ne nuira plus à personne. Stéphane soupira, soulagé. C'est vraiment fini? Léo rit. Non, ça ne fait que commencer. Maintenant, vous vivez vraiment, Stéphane. Chloé accourut. Oncle Léo. Léo lui offrit un jeu d'aquarelle. Pour notre petit artiste. Elle applaudit. Stéphane sentit une vague de gratitude l'envahir. L'après-midi, Chloé peignait près de la fenêtre. Stéphane s'approcha. Elle avait peint un ciel gris, un champ vide avec des fleurs sauvages poussant au milieu de contours estompés de sacs poubelles. Au centre, une petite fille souriait, tenant un bracelet d'argent. « C'est tout, cet endroit ?» demanda Stéphane. Chloé leva les yeux. « L'endroit où tu m'as trouvé. Je crois que maman aimerait, si elle était là, Stéphane. » Il s'assit à côté d'elle. « Demain, nous irons, dit-il doucement. » Le lendemain, le ciel était bleu. La route menant à la route des vieilles forges était transformée. De l'herbe verte, des fleurs sauvages. Un panneau indiquait « Zone commémorative Valérie Dupont, où les choses oubliées renaissent ». Chloé tenait un bouquet de marguerites. Au centre du jardin, elle s'agenouilla et déposa les fleurs sur une stèle de pierre blanche où était gravé le nom de Valérie Dupont. « Maman » murmura-t-elle. Stéphane se tenait derrière elle. Il ferma les yeux. Il entendit le bruit des vagues, le vent, et crut entendre le rire de Valérie, un souvenir des journaux intimes qu'il avait lus. Une femme qui avait aimé et s'était sacrifiée, laissant un dernier message, protéger la petite des Moreau. Chloé se retourna et sourit. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Stéphane. « Oui, papa. » Il marqua une pause, puis sourit, un vrai sourire. « Si tu veux. À partir d'aujourd'hui, c'est papa. » Elle hocha la tête et lui prit la main. Ils s'éloignèrent sur un chemin baigné de lumière dorée. Et voilà notre histoire pour s'endormir. Le voyage de Stéphane et de la petite Chloé, de l'ombre à la lumière. Un homme qui avait perdu la foi, une enfant abandonnée, qui se sont trouvés au milieu des cicatrices du passé. Et vous? Qu'avez-vous ressenti? Quel moment vous a le plus touché? L'affrontement entre Stéphane et Sandrine, ou Chloé déposant ses fleurs en disant « Je vais bien maintenant ?» Laissez un commentaire et partagez vos pensées. Quel personnage avez-vous préféré? Quelle action vous a ému? J'ai hâte de vous lire, pour que nous puissions ressentir ensemble le pouvoir de l'humanité, du pardon, et de la lumière que l'on peut trouver l'un en l'autre.